Vidéo numéro 1. Donc, en entrée, on présente les quatre éléments suivant Sampère l'architecte, qui donc définit la façon de se protéger du monde hostile, à savoir de l'eau, de l'air et de la terre également, et d'avoir le feu, hein, qu'on peut résumer par le foyer à l'intérieur donc des protections qui sont constituées du toit, de la cloison et de la terrasse, donc suivant Sampère. Ensuite, donc voilà, on retrouve le schéma du toit, de la cloison et de la terrasse, qui sont surélevés maintenant et qui donc constituent, si on veut, une demi-toiture. Donc qui protège toujours du vent, de l'eau qui est dirigée loin de l'habitation. Et donc on constitue une charpente traditionnelle qui est donc faite de l'entrée, hein, l'entrée qui s'écrit entrée E-N-T-R-A-I-T, donc une entrée de ferme qui constitue donc un tirant pour bien souvent liaisonner les deux façades avant et arrière d'une habitation traditionnelle donc du nord de la France, hein, qu'on appellera également longère. Donc cette entrée qui liaisonne donc les deux façades liaisonne également les deux toitures qui sont donc exposées bien souvent l'une au sud, l'autre au nord. La charpente est bien sûr plus complexe que ça, mais déjà le fait de comprendre le rôle de l'entrée est primordial. Une fois avoir bien réalisé que la charpente traditionnelle surélevée sur deux façades qui sont bien souvent réalisées en craie dans la région ou en briques, on a déjà une base solide d'architecture régionale. Ensuite, donc, ce qu'on appelle la terrasse, qui était donc située ici à la base, se retrouve plus bas au rez-de-chaussée, vu qu'on a décidé que l'abri basique était surélevé et constituait la toiture. On retrouve donc un volume qui est dégagé au rez-de-chaussée. Et bien souvent, ce volume qui constitue la toiture n'est plus utilisé et n'est réalisé que de charpentes techniques qui sont bien souvent inhabitables. Voilà. Donc sur les fiches, vous trouverez donc différents types de sols. Donc il y a le terre-plein, hein, qui est simplement situé directement sur le sol. Ensuite, le vide sanitaire qui doit être ventilé, ou carrément le sous-sol qui est bien sûr utilisé et on va pas dire habitable, mais qui réalise, comme son nom l'appelle, une construction en sous-sol. Donc ensuite, nous voyons donc ce principe de constructif donc d'une maison traditionnelle du Nord un peu plus détaillé. Là, on retrouve donc la charpente traditionnelle on voit les liaisons avec les ancres, hein, ce qu'on appelle les clés également de liaison avec les façades qui sont liaisonnées avec l'entrée de ferme, donc qui rigidifie les deux façades. Et sur cette ferme, on voit également que ce principe oblige la création d'un coyot qui, s'il n'existait pas, enverrait directement les eaux de pluie en tête de mur. Donc, ce qui automatiquement affaiblirait les murs du fait de l'humidité qui s'incrusterait à l'intérieur de la craie ou de la brique. Donc, ce coyot est bien souvent environ d'une longueur d'1 mètre facilement. Donc
résout un problème d'étanchéité quand on voit que la charpente est liaisonnée au mur, en tête de mur, et donc ce coyot redirige l'eau en faisant un brise-lit, si on veut, et vers les gouttières. Donc de là, depuis les gouttières, bien sûr, comme on le voit sur le schéma numéro 1, on éloigne les eaux de ruissellement, enfin les eaux pluviales qui pourraient se déposer en pied de mur, on les dirige le plus loin possible de l'habitation pour avoir le moins de remontées capillaires possible. Là, sur ce schéma, donc, ce qu'on peut noter de l'habitation traditionnelle de l'époque, c'est que les sanitaires sont situés à l'extérieur. Donc, il y a très peu à l'époque donc de corps d'état secondaires, la construction étant essentiellement réalisée avec un corps d'état qui est la structure, une plâtrerie qui est réalisée sur les murs et en plafond, et puis un sol en terre battue avec de la chaux et un carrelage directement posé sur le sol. Donc très peu de corps d'état secondaire. Les murs sont directement fondés sur la craie franche. On va rechercher la craie franche et en essayant de trouver le meilleur sol possible. Les remontées capillaires sont limitées par un soubassement en silex ou en grès afin d'éviter les remontées capillaires également. Et là, on peut aussi voir sur ce schéma donc le rôle de l'entrée avec les murs qui auraient tendance à donc basculer ainsi que la toiture si l'entrée n'existait pas. Donc, il existe également des principes d'entrée retroussée qui permettent d'utiliser les combles, mais dans ce cas, bien souvent, on a ce qu'on appelle un encuvement. Donc les murs sont prolongés un peu plus haut que le bois formant tirant et ainsi permettent d'utiliser le volume de la charpente, soit en surface habitable ou en grenier. On a fait le tour de ce schéma. Vous pourrez retrouver donc les lots principaux qui constituaient à l'époque le clos et couvert, ce qu'on appelle encore le clos et couvert aujourd'hui, qui est bien souvent, quand il est réalisé, faisait l'objet sur le haut de la cheminée d'un bouquet par les maçons et charpentiers donc de l'époque qui marquait la fin du clos et couvert. Alors qui est constitué du gros œuvre, de la charpente, de la zinguerie, de la couverture et des menuiseries. Donc les menuiseries qui terminent donc le clos et couvert. Et l'eau secondaire donc minime.